Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à des dissertations en philosophie, à l'usage des classes de terminale et du supérieur. Attention, ces dissertations ne font que donner des idées, des approches, des exemples et ne doivent pas être utilisées matériellement comme ça pour faire sa dissertation, mais plutôt pour inspirer. Le thème d'aujourd'hui touche à ce qu'on pourrait appeler l'introduction à la philosophie, c'est-à-dire ce qui présente ce qu'elle est, et aussi à la critique, ça veut dire un regard sur les disciplines diverses qui existent. Et il s'intitule comme cela « Peut-on classer les sciences ?» L'homme a toujours voulu classer les réalités, les classer, je dirais, avec un ordre intelligent, pas seulement les voir l'une à côté des autres. C'est un peu ce qu'on voit en botanique. Au départ, on a des fleurs, on met un grand paquet avec les plantes à fleurs. Et puis à côté, les plantes qui n'ont pas de fleurs. Et ensuite, on spécialise les choses dans les plantes à fleurs, en fonction de certains critères. On fera des sous-paquets, des sous-ensembles, eux-mêmes divisés en plusieurs ensembles. Eh bien, c'est exactement la même chose qui peut se produire avec les sciences et les disciplines. Et cette science qui permet de classer les sciences s'appelle l'épistémologie. Plus l'ordre sera simple, compréhensible, intelligent et surtout, plus il sera adapté à la réalité des diverses sciences qui apparaissent, meilleur il sera. Donc on peut classer les choses de diverses manières. Et je voudrais présenter deux ordres qui, on le verra sans doute, peuvent s'interféconder. D'abord, dans une première partie, ce qu'on pourrait appeler un ordre scolaire. Et ensuite, dans une deuxième partie, le classement, je dirais, scientifique des sciences, qui a été élaboré pour la première fois par quelqu'un comme Aristote, développé par Thomas d'Aquin, et actuellement en vigueur. L'ordre scolaire, on peut dire, eh bien c'est celui qui nous vient en premier. Lorsqu'on assiste, étant au collège, au lycée, à des cours, eh bien on passe de matière en matière. Et tout ça, c'est tout à fait bien rangé. Une langue comme l'anglais, une langue morte comme le latin, les maths, qui sont en sciences, on le voit bien, la physique, qui est aussi une science, la chimie. Et donc globalement, dans sa tête, on distingue ce qu'on pourrait appeler deux groupes de disciplines. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler les sciences exactes. Les sciences exactes, ça veut dire celles qui sont rigoureuses, qui fonctionnent avec une dureté de démonstration absolue. Elles touchent le domaine qui se produit toujours de la même façon. Par exemple, si je lâche cet objet, eh bien à 100%, il va tomber. Et on peut, avec un outil mathématique, calculer la vitesse de son accélération. C'est toujours pareil en tenant compte évidemment du frottement de l'air, de l'altitude, etc. Eh bien, ces sciences dures, globalement, on va classer dedans, en premier lieu, les maths, parce qu'une démonstration c'est rigoureux, mais aussi pourquoi pas si on en fait de la logique, et puis la physique, la chimie, la biologie. Donc l'outil mathématique est très important. C'est d'ailleurs pour cela que les collégiens, les lycéens, quelquefois disent on fait faire trop de maths aux élèves, on ne sait pas à quoi ça sert. Et bien en fait parce que c'est un outil excellent pour mesurer ces disciplines. L'outil mathématique permet de manifester le comportement de ces réalités. Et puis dans un deuxième paquet, globalement, on pourra situer ce qu'on pourrait appeler les disciplines humaines. Humaines, ça veut dire des choses qui ne sont pas aussi rigoureuses, un peu ce qu'on appelle des sciences molles. Le propre de l'être humain dans sa psychologie, dans sa morale, c'est que ça ne se passe pas toujours de la même façon. C'est souple. Et donc, par exemple, si on dit « toutes les femmes aiment les enfants », c'est un exemple, eh bien, ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas comme les maths. La plupart des femmes aiment les enfants, pourra-t-on dire. Mais certaines femmes, on le constate, n'aiment pas les enfants et elles sont capables de les abandonner pour toute autre chose. La carrière, un mari, n'importe quoi, du moment que l'enfant ne soit pas prioritaire dans leur vie. Résultat, cette épistémologie, globalement, donnerait à peu près ces deux paquets. Au centre, j'ai mis ici deux sciences dures qui sont en vert. Donc j'ai mis physique, chimie, j'ai mis les maths. Et puis, au-dessus,
toutes sortes de disciplines qu'on pourrait qualifier de sciences humaines. Il y a même des disciplines, je dirais, d'ordre religieuse, comme l'étude de la Bible en tant que texte, mais l'histoire, la philosophie qui regarde dans cette perspective-là le sens profond de la vie. On a la morale. Est-ce qu'il existe un bien? Est-ce qu'il existe un mal? C'est une discipline, après tout, parce qu'elle engage la responsabilité. La critique qu'on est en train de faire, et qui, comme on le voit, eh bien, cherche à ranger les choses, et ce n'est pas si facile. Cet ordre est simple, il est pratique, et il permet de passer de cours en cours, visiblement. Seulement, attention, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un ordre beaucoup plus organique? Quelque chose, je dirais, qui parle davantage à l'intelligence, plutôt que finalement deux paquets et puis des superpositions. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen, je dirais, de classifier les sciences avec une méthode scientifique? Eh bien, je crois que oui, et c'est ce que je vais voir dans cette deuxième partie. Je vais proposer une épistémologie qu'on appelle réaliste, parce qu'elle a eu un grand succès dans les sciences modernes qui, elles, par définition, ne s'occupent que du réel. Donc, globalement, on pourrait distinguer deux ensembles. Il y a tout le domaine du réel, qui est gigantesque, ce qui est devant nous, tout ce qui est, sans exception. Et puis d'autre part, le domaine du non-réel, de l'imaginaire, mais aussi des abstractions pures, comme par exemple un X en maths. Ça n'existe pas, ça ne se promène pas un X en maths. Dans le domaine du réel, qui est immense, il est certain qu'on ne connaît pas tout. Par exemple, il est possible qu'il existe ailleurs, peut-être dans un autre coin de l'univers, d'autres Big Bang. Eh bien, il nous sera à jamais impossible de les connaître, parce que les effets de ces Big Bang lointains ne nous parviendront pas. Leur onde, leur jaillissement n'est pas là. C'est la grande différence avec les galaxies dont la lumière maintenant nous apparaît. C'est peut-être donc réel, on n'en sait rien, mais il y a un réel qui nous concerne particulièrement parce que on est capable de l'atteindre par les forces naturelles de notre connaissance. Donc, globalement, si je donne un schéma, on aurait sur cette feuille-là tout ce qui est réel, qui existe vraiment, avec des choses qui sont là peut-être et qu'on ne connaîtra jamais. Il y a, en dehors de cette feuille, ce qui est non réel, et par exemple, les maths ne font pas partie, je dirais, d'une classification des sciences du réel, puisque leur objet, abstrait, x plus y, n'est pas une réalité, mais un être de raison. Essayons maintenant de classer les sciences du réel. Eh bien, pour ce faire, il faut avoir la distinction suivante. D'abord, quand on observe quelque chose, on peut dire qu'on observe un objet, on veut connaître un objet. Je vais prendre encore l'exemple de cette télécommande. Cette télécommande, c'est l'objet de ma connaissance actuelle. Voilà. Seulement, je peux le regarder de diverses manières, ce qu'on va appeler la raison par laquelle on regarde cet objet. Par exemple, si je le regarde en tant qu'il est fait de matière physique, pesante, organisée, de molécules structurées entre elles, je vais aborder la physique et la chimie. Mais je peux le regarder aussi en tant que c'est ma télécommande, qui accompagne ma vie, qui la permet de filmer ma famille, qu'elle a toute une histoire affective. Dans ce cas-là, la même télécommande, donc le même objet, va être regardée sous une toute autre discipline qui n'est plus la science dure, mais qui est plutôt celle d'une relation affective très pratique, très humaine, très intime, pourquoi pas? Est-ce que ça dit quelque chose du réel de cette télécommande? Ben oui, tout à fait, ça dit quelque chose, parce que c'est lié à un être humain particulier. Ces notions d'objet matériel et de raison qui donnent la forme à la science sont donc essentielles. Elles vont permettre de trier toutes les sciences, et à chaque fois qu'il y aura une discipline, il faudra donc définir son objet et ensuite sa raison formelle. Et c'est là que dans la science du réel va intervenir une première distinction fondamentale,
à savoir ce qui est connu par les seules forces naturelles de mon intelligence. On va appeler ça le domaine de la philosophie réaliste, un domaine général, immense, qui n'a pas de limite. Tout l'intéresse, du moment que c'est connu par la force naturelle de l'intelligence, des sens, bref, tout ce qui permet de connaître, sauf l'opinion, une révélation venant d'en haut, et que je ne peux pas démontrer. Et puis d'autre part, comme le réel est bien plus grand, eh bien, il y a peut-être toute une série de choses que je ne vais pas connaître comme cela, mais qui vont m'être révélées, donc données au témoignage par une personne à qui je fais ou non confiance. Les chrétiens, les musulmans, les juifs par exemple, disent que le salut, ça veut dire ce qu'il se passe de l'autre côté, le but ultime de la vie, leur est révélé par Dieu, et ils disent qu'ils peuvent faire confiance à Dieu. C'est peut-être réel, peut-être que l'autorité de cette personne qui leur parle est absolument forte, sans mensonge du tout. Et bien dans ce cas-là, c'est une discipline qui ne fait pas partie de la philosophie, puisque ce ne sont pas les forces naturelles de l'intelligence, c'est une discipline qu'on va appeler la théologie révélée. Elle s'appuie non pas sur une force naturelle de l'intelligence, mais sur une révélation venant d'ailleurs, peut-être. Mais pour le philosophe, la philosophie sera de l'ordre de l'opinion, puisqu'il n'a aucun moyen de vérifier que c'est vrai. Tandis que pour le théologien, qui croit dans la parole de son Dieu, eh bien la théologie lui paraît réelle, plus réelle que tout, puisque l'autorité de celui qui ne ment pas lui a parlé. Ça donnerait donc deux sous-ensembles, un ensemble ici, toujours dans ce réel, un ensemble qui est ce qui est connu par les forces naturelles de l'intelligence, donc le domaine de la philosophie, et un ensemble, ce qui est peut-être réel, mais qui est révélé, qui n'est pour le moment pas démontrable, et qui sera par exemple le domaine des théologies révélées. Mais il y aura aussi le domaine ici des opinions, quand quelqu'un me dit « j'ai vu un extraterrestre ». C'est intéressant, peut-être que c'est vrai, à vérifier. Alors globalement, à partir de ces deux groupes, eh bien, on peut faire un premier rangement. Par exemple, si je donne une proposition suivante, les femmes sont plus intéressées aux enfants que les hommes. Une proposition de psychologie. Elle va pouvoir se vérifier dans le réel par l'observation, donc par les forces naturelles de l'intelligence. En conclusion, elle fait donc partie de la philosophie, au sens de la science de tout ce qui peut être atteint de réel par les forces naturelles de l'intelligence. Si je donne une proposition comme « la matière est composée d'atomes », c'est donc vérifiable. Là, il faut un microscope. Mais le microscope est un outil que l'intelligence humaine a fabriqué. Il n'y a pas de révélation. Ça fait donc partie de la philosophie. La philosophie réaliste est donc un ensemble gigantesque. Si je donne une proposition comme « les anges veillent sur notre destin », donc une proposition tirée des religions monothéistes, c'est pas vérifiable. C'est quelque chose de révélé pour le salut par ces religions. C'est donc partie de la théologie, de ces religions. Si je dis « Mohammed est prophète de Dieu », ce sera aussi de la théologie. C'est un article de foi, pas démontrable, cru par les musulmans. Et ce ne sera pas de la théologie catholique, ce sera de la théologie musulmane. Si je dis « Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu sur terre », théologie catholique, protestante, orthodoxe, c'est commun à ces trois religions. Alors, je laisse tomber le paquet, je dirais, théologie, donc quelque chose qui ne fait pas partie de la philosophie. Ce sont des disciplines, mais qui ont un statut, je dirais, fragile pour le philosophe, puisqu'elles s'appuient sur la confiance en quelqu'un, pour ne regarder que le domaine de la philosophie réaliste, donc ce domaine de toutes les sciences, les disciplines connues par l'intelligence toute seule. Alors là, il va falloir préciser les choses. Imaginons que je veuille, je dirais, étudier la structure de tous les êtres que je constate autour de moi. Qu'est-ce qu'il y a de commun à tous ces êtres-là que je peux atteindre par mon jugement? Eh bien, une chose, une seule, c'est que tout existe. Tout ce qui est réel existe, par définition. Et donc, il va bien y avoir une première partie de la philosophie qui va s'occuper des êtres en tant qu'ils sont, tout simplement, en tant qu'ils existent. Et cette discipline est inventée par Aristote. Elle a été appelée plus tard la métaphysique. C'est la philosophie de l'être. Est-ce qu'elle fait partie de la théologie? Est-ce qu'elle fait partie de la philosophie? Eh bien, de la philosophie. On constate que c'est, et on va se demander, qu'est-ce qui fait que ça existe?
Est-ce qu'il y a une cause à l'intérieur qui fait que ça existe? L'intelligence peut y réfléchir toute seule, mais on constatera qu'il n'y a là aucun outil mathématique. Ce sont des méditations profondes sur, par exemple, un être comme moi, composé de milliards de parties, des atomes, des molécules, des cellules, et puis qui peut penser, et puis qui peut avoir des sensations. Cet être unique, cette personne unique, qu'est-ce qui explique qu'elle existe ainsi unifiée? Il faut bien une cause, dira le philosophe. Et cette cause, elle est cachée, il va l'appeler la substance. Voilà, c'est la métaphysique. Alors, poussons les choses plus loin. Tout ce que je constate qui existe autour de moi, avec mon expérience par exemple, qu'est-ce qu'elle a en plus de commun, outre le fait d'exister? Eh bien, je crois que tout est plus ou moins lié à de la matière. Par exemple, l'être humain, il n'est pas que de la matière, j'ai une pensée, mais j'ai un corps matériel. Est-ce que, après la mort de ce corps, je vais survivre de l'autre côté? Ça, ce n'est pas expérimentable, dans un premier temps en tout cas. Et donc, je dirais que la deuxième partie de la philosophie, ça va s'appeler la physique, l'étude de la matière, sous toutes ses formes. Alors, on peut regarder la matière, je dirais, avec un regard philosophique, c'est ce que faisaient Aristote et les physiciens de l'Antiquité grecque. Mais maintenant, depuis, je dirais, la Renaissance, vont être inventés des instruments de mesure de plus en plus précis qui se serviront des mathématiques. C'est ce qu'on appelle la physique moderne. Alors, est-ce que cette physique moderne, avec l'outil mathématique, celle que les élèves font en classe, des équations, par exemple la vitesse de la chute de ce corps, de son accélération, je crois que c'est 9,8 km par seconde d'accélération. Eh bien, est-ce que cette physique-là fait partie de la philosophie? Eh bien, il faut se demander si son objet est réel, c'est la matière. En l'occurrence, pour la chute de ce corps, c'est l'accélération, c'est quelque chose lié à la matière. Deuxièmement, est-ce qu'on peut découvrir, calculer ces choses-là par la force naturelle de son intelligence? Bien sûr que oui, on se sert de l'outil mathématique. Eh bien, la physique moderne fait partie de la philosophie. Donc, si je fais, à l'intérieur de ce cercle-là, le cercle philosophie, un petit schéma pour montrer maintenant comment je vais organiser la physique, voilà ce que ça donne. Alors d'abord, l'objet général de la physique, c'est tout ce qui est matériel. De quelle manière, donc quelle est la raison sous laquelle c'est regardé? Eh bien, je dirais, ce qu'il y a de commun à ce qui est matériel, c'est que ça a des mouvements. C'est en mouvement perpétuellement, des mouvements mesurables, intérieurs, extérieurs. Voilà. Alors évidemment, il faut que je hiérarchise maintenant les sciences, à l'intérieur de cette gigantesque physique philosophique avec une définition très générale. Imaginons que je ne veuille connaître cette matière que en la mesurant avec un outil mathématique, avec des instruments, en faisant des expérimentations. Donc la matière, toute la matière, en tant qu'en mouvement, à l'intérieur, à l'extérieur, et que je mesure ce mouvement par les outils en question. Eh bien, c'est la définition de la physique moderne. Voilà, je fais un cercle à l'intérieur. Pourquoi est-ce que j'ai mis des choses à l'extérieur qui ne font pas partie de cela? Eh bien parce qu'il y a des domaines qu'on peut connaître indépendamment de l'outil mathématique. Je vais donner un exemple. On sait maintenant, on remonte à peu près, on est à peu près sûr qu'il y a eu un Big Bang. Et que ce Big Bang a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. On sait aussi qu'au tout début, la concentration, la température de cet univers entier qui est présent dans la première seconde dans la taille d'un point, au tout début, ça échappe à la mesure. On ne peut pas faire d'équations, il faudrait des chiffres infinis. Pourtant, on peut connaître. Donc au-delà du mur de Planck, là où les équations sont dépassées, on peut connaître par sa raison. Ça fait donc partie de la philosophie, mais plus de la physique moderne, puisque l'outil mathématique n'est plus utile. De même, prenons un autre exemple, la gravité, donc le fait que cette télécommande va tomber. On voit bien son effet. C'est donc une force. On peut calculer sa force en fonction de la distance, de la masse des corps. Je crois que c'est la distance au carré même. Par contre, qu'est-ce que c'est que en quoi est faite cette gravitation? Est-ce que c'est une lumière? Est-ce qu'elle se déplace à la vitesse de la lumière? Est-ce qu'il y a des particules à l'intérieur? On n'en sait rien encore. Mais on peut émettre des hypothèses. On ne peut pas le trouver par donc la mesure pour le moment. On n'a pas trouvé ce qu'on appelle les gravitons, des particules imaginaires qui expliqueraient la gravitation, mais on peut y réfléchir en philosophie. Donc la philosophie de la matière est plus vaste que la physique moderne, qui est par contre extraordinaire, parce que
étant donné que la matière fonctionne avec un outil mathématique, ça va très très loin. Maintenant, je peux distinguer dans les objets là généraux de la science moderne des objets plus précis. Par exemple, parmi la matière, il y a les molécules. Les molécules, ce sont des compositions d'atomes. Et je peux mesurer ces compositions d'atomes avec un outil mathématique des équations. Ça sera la chimie. La chimie est donc une partie de la philosophie de la matière, une partie de la physique moderne. Si je regarde les atomes qui composent ces molécules, eh bien, c'est une discipline toujours partie de la physique, mais déterminée par un objet plus petit, plus précis, et ce sera la physique atomique. Parmi la matière, il y a d'autres choses qui sont composées, je dirais, c'est pas composé d'une matière pesante comme ça. Par exemple, la lumière. C'est bien physique, la lumière. Elle a des effets sur les corps physiques, donc elle est physique. Elle fait bien partie de la matière, elle est en mouvement, je peux mesurer sa vitesse. Eh bien, c'est une science dure qui va s'appeler l'optique. L'optique. Mais si par contre, cette même lumière, je la regarde en tant qu'elle éclaire un tableau, qu'elle le rend beau, on sort de cette discipline-là pour entrer en philosophie de l'art, en art, tout simplement, quelque chose qui n'a pas de rapport. Donc l'objet matériel sera le même, la lumière, mais regardé avec une raison formelle tout à fait différente. Alors, je ne veux pas m'arrêter là. J'ai donc vu que tout ce que je constate dans le réel existe, je peux l'étudier, tout ce que je constate a un rapport avec le corps. Mais parmi ces choses corporelles, certaines ont une particularité unique. Ce sont des vivants. Ça veut dire qu'ils sont composés de matière, mais d'une matière organisée, extrêmement précisément, avec un ordre qui dépasse complètement celui de la chimie non vivante. Il y a donc y avoir une étude spéculative, c'est-à-dire qui cherche à connaître pour connaître, les vivants. L'objet matériel de cette discipline, ce sont tous les vivants, sans exception. Ce qui dépasse, je dirais, le monde non vivant, y compris les molécules organiques qui sont dans le monde non vivant, comme par exemple, je ne sais pas, le CO2, toutes ces choses composées de carbone. Ainsi, il va apparaître une discipline qu'on appelle la philosophie du vivant, un vaste ensemble, dans lequel est étudié tout ce qui a rapport avec les êtres vivants, sans exception. Alors évidemment, ces êtres sont divers. Il y a les bactéries, peut-être même les virus. Certains disent qu'ils ne sont pas vivants, mais ils se reproduisent finalement avec l'aide de l'ADN des bactéries. Les bactéries sont des vivants. Une science qui va s'occuper d'un vivant particulier, une bactérie, son fonctionnement, etc., eh bien, elle existe. Elle s'appelle, par exemple, la bactériologie. Elle fait partie de la philosophie du vivant. Mais évidemment, le vivant le plus intéressant pour le philosophe, qui a étudié, c'est l'être humain. Le propre de l'être humain, c'est qu'il a toutes les facultés communes avec la vie végétative. Et c'est pourquoi, dans cette discipline, il va y avoir une partie qui va permettre de connaître les vivants par l'outil mathématique, par la mesure, par des expérimentations, des réactions chimiques. Donc très proche de ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la physique. Sauf que là, comme c'est une matière vivante, on va l'appeler la biologie moderne. Et ça donne ça, globalement. Donc un ensemble qui s'occupe de la partie, je dirais, végétative, commune avec les plantes de tous les vivants. Seulement, je n'ai pas identifié la philosophie du vivant avec la biologie moderne. On pourrait dire, mais si, quand même. Eh bien non. Parce que dans la vie, il y a des choses, dans l'étude des vivants, qui dépassent largement ce domaine-là, ce domaine de la mesure et de l'outil mathématique. D'abord, chez les animaux, il y a des sensations. Il y a une imagination, une capacité de chasser une proie, qu'on appelle une estimative, une sorte d'intelligence concrète pour mieux se nourrir, se reproduire. Ce comportement-là, évidemment, il a un substrat dans le cerveau, donc la biologie va chercher où sont les réactions chimiques, etc., les échanges de molécules qui le permettent. Mais le comportement lui-même, qui est différent, qui est adaptatif, etc., va donner lieu à une science particulière, la psychologie animale. Alors, l'outil mathématique va être en partie utilisé, on peut faire des statistiques. Il y a des chiens qui sont plus, des bébés chiens qui sont plus explorateurs, combien de pourcents, d'autres qui sont plus casaniers, qui ont peur, qui sortent pas du nid, combien de pourcents. Donc voir cette variabilité permet un outil mathématique, mais
La description du comportement va beaucoup plus loin. Pas d'outil mathématique, une observation, une analyse des causes. Le fait qu'il veut survivre, par exemple, qu'il a besoin de sa mère, et tout ça. Pour l'être humain, cette partie-là psychologique est présente. Il y a donc une science humaine qui s'appelle la psychologie, qui fait partie de la philosophie du vivant. Donc on la connaît, on connaît ses lois, ses causes, etc. Mais, au-delà de ça, il y a aussi le comportement propre à l'homme, celui de son esprit, son intelligence qui peut comprendre des choses abstraites, pas seulement le concret pour attraper une proie, pour un but utilitaire, et qui peut, d'autre part, commander sa volonté des actes libres avec une conscience morale du bien, du mal. Ça fait partie de l'étude de ce vivant particulier qu'est l'homme. Et ça, il n'y a rien à faire. C'est pas de l'ordre de l'outil mathématique. On a donc vraiment en philosophie du vivant toute une partie énorme qui échappe à la biologie moderne, même si le cerveau étant utile, on peut voir quels sont les substrats. Mais l'analyse des comportements, du fonctionnement de l'intelligence est au-delà. L'oublier, ça serait passer à côté de richesses qui ne sont pas seulement chimiques. Alors je sais bien, certains biologistes matérialistes disent « tout ça c'est des effets de la chimie ». C'est à démontrer, ce n'est pas sûr. En effet, ces deux facultés de l'homme, particulières, intelligence spirituelle, volonté libre, où est leur ADN? On n'en voit pas. On voit bien que notre ADN est à 99,9% semblable à celle des grands singes. Il n'y a pas d'organe particulier à ces deux facultés. Donc d'où viennent-elles? C'est à rechercher. Et là, la philosophie sera sans a priori. Les traditions disent que c'est autre chose. Ça ne vient pas de la matière. Aristote le démontre par un raisonnement en disant, puisque l'objet de ces facultés n'est pas matériel, ce sont des abstractions par exemple, c'est donc que la cause dépasse la matière. C'est à voir, c'est une question philosophique. Je reprends le schéma central de tout à l'heure. On pourrait dire que là, dans le domaine philosophique, j'ai donné les 3 disciplines qui permettent de tout résoudre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai tout expliqué de l'homme en disant qu'il existe, qu'il a un corps, qu'il est un être vivant? Ben non, parce qu'il y a sa vie pratique qu'il faut étudier. Cette vie pratique fondée évidemment sur cette structure de son être. Et cette vie pratique de l'homme, eh bien je dirais qu'elle se répercute en 4 grandes parties. D'abord, ce qui prend le plus de temps, c'est que l'homme en particulier, mais aussi certains animaux, sont capables de construire des œuvres. Construire une œuvre d'art, ça c'est le propre de l'homme quand ce sont des beaux-arts. Une œuvre utilitaire, par contre, on en voit aussi chez les animaux. Et donc il va y avoir une partie de la philosophie qui va étudier l'homme en tant qu'il travaille, l'animal en tant qu'il travaille, l'œuvre qui est produite, ce que c'est que la beauté. Toutes ces questions-là font partie d'une discipline qu'on appelle la philosophie de l'art. Que d'autres appellent plutôt la philosophie du travail, parce que c'est lié. Mais en fait, le travail peut aboutir aussi à une œuvre utilitaire, comme je l'ai dit. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si je regarde cette télécommande en tant qu'elle est utile pour commander la caméra, arrêter quand je ne suis pas prêt, la reprendre, eh bien, c'est bien de la philosophie de l'art. Il y a une technique au service d'une utilité. Si je la regarde en tant qu'elle est esthétique, qu'elle a un design, peut-être très beau ou très moche, mais dans 10 000 ans, elle sera peut-être dans un musée. Eh bien, c'est les beaux-arts. Je n'ai pas tout dit de la vie pratique de l'homme quand j'ai parlé de l'art. Et même pour l'animal. Il y a le comportement par rapport non plus à une œuvre comme ça que je pourrais légitimement casser, elle m'appartient, mais par rapport à une autre personne humaine. Et pour l'animal, par rapport à un autre de son groupe ou des animaux d'autres groupes. Quand on étudie ça chez les animaux, on parle d'éthologie. Le comportement, je dirais, d'un animal par rapport à son prochain de son espèce et par rapport aux autres espèces. Le propre de l'homme, par contre, c'est qu'il est face à quelqu'un qui est une personne, une autre personne humaine, qui a une liberté, qui fait des choix personnels, qui n'est pas manipulable comme une œuvre d'art, qu'on ne peut pas détruire. La conscience morale est là qui le dit. Elle est respectable parce que je suis moi-même une personne humaine qui doit être respectée. C'est ce qu'on va appeler la philosophie morale, philosophie éthique, qui étudie le comportement humain. Morale, c'est le nom latin, éthique, c'est le nom grec. Peu importe, c'est l'homme face à un autre homme, mais aussi l'homme face à un animal, l'homme face à la propriété d'un autre homme. Donc tout ce qui, je dis, regarde la conscience morale. Voilà. Alors évidemment,
cette discipline qui regarde bien du réel, le comportement éthique de l'homme, n'est pas mesurable en outils mathématiques. Il n'y a plus rien à voir avec la physique dont je parlais tout à l'heure. Par contre, on pourra peut-être faire des pourcentages dans certaines circonstances, qui agit moralement, qui n'agit pas moralement. Certaines expériences ont été faites, par exemple avec la torture, pour voir qui irait jusqu'au bout d'une torture si c'est fait dans le cadre d'une recherche scientifique. On peut calculer. Évidemment, ces calculs sont fragiles parce que qu'il arrive une circonstance particulière et beaucoup prendront conscience de ce qu'ils font. Il n'empêche que l'outil mathématique parfois sert. Alors, je reprends l'exemple de cette télécommande. Est-ce que je peux l'étudier d'un point de vue moral? Je l'ai dit oui, en tant qu'elle appartient à quelqu'un, qu'elle lui a servi pour faire des films de famille. On peut véritablement parler de cette télécommande. Je ne peux pas la détruire si elle appartient à quelqu'un d'autre que moi. Ce n'est pas ma seule propriété, etc. Troisième partie pratique, le fait que nous vivons dans une communauté. Nous ne sommes pas des êtres simplement moraux face à un autre être. Nous vivons dans des familles qui ont un bien commun, qui doivent travailler pour produire des œuvres, pour nourrir la famille. Il y a des maisons à protéger. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis il y a un État autour de nous qui nous aide à mieux vivre. Et bien cette partie-là, très pratique, s'appelle la philosophie politique. Là encore, elle échappe complètement, je dirais, au domaine de l'outil mathématique, donc aux sciences positives modernes, mais elle fait bien partie de la philosophie. On peut analyser une communauté humaine, comment la gérer, par les seules forces naturelles de l'intelligence. Voilà, j'ai établi 6 parties de la philosophie. Est-ce que j'ai tout dit de l'homme? Sans exception? Eh bien, je dirais que non. Il en reste une qui est fondamentale. Je dirais même celle qui a donné le nom à la philosophie. À savoir que nous, êtres humains, à la différence des animaux, nous sommes capables de nous demander ce que nous faisons sur Terre. Si cette vie a un sens ultime, si ça vaut la peine de donner la vie à un enfant ou s'il retournera au néant. Eh bien cette question-là, ces questions fondamentales, sont les questions de la sagesse. Lorsqu'avec ma raison, je me demande si je viens d'un créateur ou du hasard, si une âme survivra après la mort ou si je suis seulement fait de matière, c'est une question profonde qui fait légitimement partie de la philosophie. Personne, étant humain, ne peut y échapper tôt ou tard, puisqu'il sait qu'il va mourir, à la différence du chien qui ne constate la mort que quand elle est présente. Pour en revenir tout à l'heure à ce schéma avec la théologie, à savoir la réponse des religions qui disent qu'il y a un projet d'un créateur, etc. Eh bien, attention, la sagesse philosophique qui se pose de telles questions ne se référera pas à ces religions. Elle sortirait de son domaine puisque ce n'est pas démontrable. Par contre, si l'intelligence humaine, en regardant la réalité autour de nous, son organisation, peut faire comme les frères Bogdanov par exemple, et remonter à l'existence d'un mathématicien premier, d'un ingénieur qui a organisé tout ça, si elle le peut parce que tout effet intelligent doit avoir une cause en rapport, alors on fait entrer la question du créateur, de l'être premier, du grand horloger de l'univers, dans la philosophie. C'est ce que firent de nombreux philosophes avant eux, comme Voltaire par exemple. Alors je m'arrête un moment là et je vais reprendre des propositions, pour voir de quelle partie elles font, de quelle partie de la philosophie, ou peut-être même de la théologie, pourquoi pas. Par exemple, si je dis qu'il est mal de trahir la parole qu'on a donnée à celui ou à celle qu'on aime, parce qu'on s'est engagé. De quelle partie de la philosophie cela fait-il partie? Eh bien je dirais, dans ce cercle-là, ça fait partie de la philosophie morale. C'est le rapport d'une personne par rapport à une autre personne. Je vais poser des questions plus compliquées. Par exemple, les NDE, expériences proches de la mort. Des gens en arrêt cardiaque racontent avoir vu de l'autre côté d'autres personnes déjà décédées qui les accueillaient et un être de lumière. Et ils disent d'abord avoir observé en dehors de leur corps ce qui se passait dans la pièce. Leur témoignage est fréquent. De quelle partie de la philosophie ou de la théologie cela fait-il partie? Eh bien je dirais que d'abord, puisque ce sont des témoignages que je n'ai pas fait moi-même l'expérience, c'est donc très fragile. C'est un statut analogue à celui de l'histoire. On s'appuie sur des témoignages de témoins de l'époque
Pourtant, c'est peut-être du réel. Reste à savoir si ces personnes rêvent ou si elles ne rêvent pas. À partir du moment où on peut vérifier ce qu'elles racontent dans la première phase, elles sont sorties de leur corps soi-disant, si c'est vérifiable alors qu'elles étaient en arrêt cardiaque, on peut dire qu'on est bien en philosophie. On a démontré un phénomène paranormal par la confrontation, par une méthode naturelle de l'intelligence, de témoignage. Elles étaient en arrêt cardiaque, elles ont vu par exemple une chaussure sur un toit, parce qu'elles sont passées à travers les murs, avec la réalité de cette chaussure. Lorsqu'elles voient de l'autre côté un être de lumière et des proches décédés, je dirais que, pour le coup, là, le témoignage n'est pas vérifiable, il peut être subjectif, il peut être un rêve. On reste donc davantage dans l'opinion, même si la première phase étant plus vérifiable, elle fonde sans doute les autres. Est-ce que ça fait partie de la théologie, étant donné que ça semble indiquer qu'il y a un salut, une vie après la mort? En réalité, la théologie parle du salut, mais en tant qu'il est révélé par l'auteur du salut, auquel croient ces religions. C'est pourquoi je situerai cette discipline-là, les NDE, ici, dans l'intersection entre les deux. C'est bien de la philosophie, mais ça semble approcher l'après-vie, donc la question du salut. Ça touche à un domaine dont parle aussi la théologie, mais d'une autre manière. Alors je vais donner d'autres exemples compliqués pour bien voir comment cette épistémologie permet de situer les choses. Prenons un miracle de Lourdes. Un miracle de Lourdes indubitable du style Jeanne Frétel, son intestin est enlevé dans les années 50 à moitié puisqu'elle a un cancer, et tout d'un coup tout se remet en place, instantanément, alors qu'elle reçoit une hostie. Est-ce que ça fait partie de la philosophie ou de la théologie? Eh bien, je répondrai qu'il faut se servir encore une fois des raisons formelles et des objets matériels. D'abord, si c'est vrai, est-ce que le fait de la repousse de son intestin est vérifiable? Eh bien, il va falloir qu'une commission scientifique s'y penche, avec des médecins éventuellement athées, des gens qui sont hostiles à cela. Ils observent les radios avant, ils observent les radios après, ils regardent combien de temps ça a pris, à quelles circonstances, etc. Si le fait est attesté, alors on a bien un fait vérifiable, c'est-à-dire observable par quelque chose de la philosophie, par les méthodes naturelles de l'intelligence. C'est la biologie et la médecine, donc qui sont alliées, la médecine se servant ici de la biologie, la médecine va plus loin, elle est aussi un art de guérir, qui vont faire cette première étape. Le fait fait donc partie de la philosophie. Maintenant, la cause. Ça a repoussé comme l'éclair, instantanément, alors que la jeune fille était inconsciente. La cause échappe complètement au domaine de la philosophie. Le scientifique pourra dire simplement « ça sort des lois naturelles ». Eh bien, c'est là qu'une deuxième commission, éventuellement des théologiens, des prêtres, vont dire « la cause ne peut être que divine ». Parce que seule la toute-puissance de Dieu peut expliquer ce phénomène-là. On entre bien en théologie. Donc on le voit, il y a des disciplines qui passent de l'un à l'autre. L'épistémologie permet de le comprendre. Il n'y a pas, je dirais, de rupture absolue. Tout va servir au service des autres. C'est l'avantage d'ailleurs de cette épistémologie par rapport à la précédente. Celle-là qui est plus scolaire et qui met des paquets un peu séparés a tendance, je dirais, à s'énerver quand on passe d'un domaine à l'autre. Par exemple, ça a été le cas pour les voies d'accès à Dieu des frères Bogdanov. Ils partent donc d'une science moderne. Ils disent, globalement, dans la première seconde sont apparues des constantes extraordinaires dans la matière. Ça, c'est de la science. Puis à un moment donné, ils franchissent le mur de Planck pour dire et ces constantes sont apparues dans la première seconde. On le sait. Ils déduisent. Ils n'ont plus de capacité de mesure. Ils entrent donc ici en philosophie de la matière. C'est-à-dire que leur intelligence fonctionne sans se servir des maths. Mais parce qu'il y a un début qu'on peut déduire, puisqu'il y a une suite. Et ensuite, ils se posent la question de ce qu'il y a avant. Autrement dit, quelle est la cause de ce Big Bang, puisque le temps est créé en même temps que le Big Bang. Donc, plus précisément, la cause qui précède. Et là, ils disent, forcément, il faut une intelligence qui a organisé tout cela. Est-ce qu'ils sont encore en science? Non. Cette intelligence n'est pas mesurable. Ils sont en philosophie, et précisément dans la sagesse philosophique. C'est-à-dire une discipline particulière qui a le droit de se poser ces questions-là. Eh bien, dans cette épistémologie scolaire, on a l'impression qu'ils passent du coq à l'âne, qu'ils franchissent les barrières des disciplines, qu'ils ont une épistémologie mauvaise, et d'ailleurs eux-mêmes s'y trompent, puisqu'ils disent que c'est une thèse de science, alors qu'en fait elle est une thèse qui s'appuie sur de la science et qui passe en philosophie réaliste pour se terminer
en sagesse philosophique. Voilà pourquoi ce schéma-là, avec les cercles à l'intérieur qui se pénètrent, qui s'interpénètrent, me semble-t-il, est beaucoup plus souple, permet de mieux rendre compte de rapports entre les sciences. Alors, toujours en m'appuyant sur ce schéma, d'autres petites questions pratiques qui vont permettre de préciser les choses. L'équation x2 plus y égale 7 fait-elle partie de la philosophie ou de la théologie? On pourrait dire elle est résolue par les forces naturelles de l'intelligence, donc elle est plutôt en philosophie. Le problème, c'est que l'objet matériel, l'objet de cette équation n'existe pas. C'est un être de raison. Donc l'équation elle-même ne fait pas partie de la philosophie. C'est une discipline en dehors qui s'appelle les mathématiques. Par contre, parce qu'elle permet de comprendre comment fonctionne l'esprit humain, alors en philosophie du vivant, il est intéressant d'étudier les maths. D'autre part, parce qu'ils permettent de connaître la matière qui fonctionne selon une structure mathématique, il faut faire des maths pour faire de la philosophie de la matière, de la biologie. Donc on le voit, cette discipline abstraite extérieure va intervenir sans arrêt. Alors une dernière question. Il existe quelque part ailleurs dans l'univers un autre Big Bang. Je l'avais traité au début. Est-ce qu'elle fait partie de ce domaine-là? Je dirais, elle pourrait faire partie de la philosophie, puisque c'est le domaine qui n'a pas de rapport avec le salut. C'est un domaine du réel qui peut-être existe ailleurs. Oui, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas connaissable par les facultés naturelles de l'intelligence. Ce Big Bang est au-delà, il n'émet rien chez nous. Donc, la discipline qui parle de ces autres univers s'appellera de la science-fiction. On peut imaginer d'autres mondes ailleurs, je dirais, à jamais inconnaissables, puisqu'ils sont en dehors de notre propre Big Bang. Par contre, si un être révèle qu'il y a un autre monde parallèle, où vivent les morts, et bien dans ce cas-là, on entre dans la religion, dans la théologie révélée par telle ou telle religion. C'est donc le cercle ici, qui atteint, par une méthode différente, celui de la confiance, des univers parallèles. Alors, comment conclure? Eh bien, en disant que ces deux épistémologies montrent qu'on peut classer les sciences. En fait, la seconde me paraît beaucoup meilleure, bien meilleure que la première. Mais la première, tout de même, doit être conservée, parce qu'elle féconde la seconde. On voit bien que classer en sciences dures et en sciences humaines, en sciences molles, si on peut dire la réalité, correspond à quelque chose, puisque certains phénomènes se produisent effectivement toujours, mais d'autres se produisent la plupart du temps. Tout le problème, c'est quand on analyse les phénomènes en question, on voit que c'est plus vaste que ça. Par exemple, on pourrait penser que ce qui se produit toujours, c'est uniquement le domaine des sciences dures, sciences modernes. En réalité, bien sûr que non. En philosophie, il y a des choses qui se produisent toujours aussi. Par exemple, on n'a jamais vu une personne humaine vivante et qui n'a plus sa tête. C'est universel, c'est une loi absolue. Sauf miracle surnaturel. Mais là, on sort du domaine de la science pour entrer dans celui de la théologie. Eh bien, le fait qu'un homme n'existe jamais sans tête est universel et pourtant n'est pas analysable avec un outil mathématique. Quoique, pourquoi pas? On dira parce que le sang ne peut plus passer, etc. Autre avantage de cette épistémologie, c'est qu'elle permet de mettre à sa juste place toutes les disciplines. Je n'ai pas parlé des disciplines artistiques. Mais en fait, elles peuvent être définies elles-mêmes par un objet matériel et une raison formelle. Par exemple, l'art de la statuaire. Eh bien, son objet matériel, c'est une inspiration qui se réalise dans une œuvre à 3 dimensions, dans une matière, comme cela. Évidemment, le but c'est en tant qu'elle est belle, donc qu'elle suscite une émotion par la splendeur de sa forme. Il y a bien une raison formelle. La statuaire, en marbre, pourrait être étudiée en physique, à savoir la structure moléculaire du marbre. Mais on voit, l'art se définit autrement. Donc, je crois qu'il n'existe aucune discipline qui ne puisse pas être définie de cette manière-là. Et c'était justement le but de l'épistémologie.